Bonjour et bienvenue à ce 37e épisode du podcast de Board Game Québec. Très content, l'épisode du mois de mars 2018. Et aujourd'hui, je vous parle des Golden Geek Awards 2017. Donc, les gagnants, les nominés, tout ça, mes choix. Quels auraient été mes choix pour ces gagnants-là? Donc, j'aime toujours ça. J'avais fait l'année passée aussi pour le podcast une revue là, des Golden Geek Awards. Et là, j'avais le goût de le refaire cette année. Donc, le gagnant qui ont été révélés là, au milieu du mois de mars. Et je rappelle, là, les Golden Geek Awards, c'est voté par les joueurs, par les utilisateurs de Board Game Geek. Également, on va parler aussi de mes derniers achats, également de tous les jeux que j'ai joués depuis le dernier épisode et un projet québécois à la fin de l'épisode qui est un nouveau projet de Jack Bro qui nous avait offert Vikingar. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour entendre leur nouveau projet qui s'en vient sur Kickstarter. Et sans plus tarder, donc on va commencer avec les nouvelles. Donc pour débuter les nouvelles, je veux juste vous aviser, là, j'ai fait un changement de micro pour ceux qui écoutent pour le podcast. Ceux qui sont un peu plus sur YouTube ont déjà probablement entendu le nouveau son que ça donne. J'espère que c'est bien. Moi, dans les montages que j'ai faits récemment, je trouvais que le son était très bon. Comparativement à mon autre micro, au départ, quand le micro était neuf, c'était vraiment un son super clair, mais là, il s'est mis à faire des drôles de sons. Il y avait tout le temps du crichement en arrière qu'il fallait que j'en retire, puis ça semblait sonner un peu écho ou un peu canis, là, un peu, je sais pas le terme, c'est peut-être un peu québécois le canis, mais en tout cas, un peu canne de conserve, là, je trouvais à l'occasion. Donc j'ai décidé de me procurer un nouveau micro qui est un micro cravate. Mais je pense que le son est quand même très bon, là. J'avais vu des bonnes reviews sur ce micro-là. Puis dans ce que j'ai fait comme montage, là, je trouvais que le son était très bon. Donc n'hésitez pas à m'en aviser par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau micro-là? Donc pour les nouvelles, il y a un nouvel espace ludique qui a ouvert ses portes à Laval là, tout récemment, la République ludique. Pour ceux qui habitent à Laval. C'est une boutique, il y a aussi un espace pour jouer. Vous pouvez jouer à des jeux de société, vous pouvez jouer à des jeux de cartes comme Magic, etc. Des jeux de rôle également, des jeux de miniatures, donc un bel espace pour ça. C'est sur le boulevard de la Concorde-Est, pour ceux qui connaissent Laval. Là, je vous dirais qu'en habitant à Québec, je suis pas allé souvent à Laval dans ma vie. Mais donc pour ceux qui habitent dans le coin, donc il y a un nouvel espace qui s'appelle la République ludique. Également, qu'est-ce qu'on retrouve sur Kickstarter en ce moment qui pourrait vous intéresser? Le premier que j'ai, c'est un jeu basé sur, en fait, dans l'univers de Scythe, mais c'est un jeu vidéo qui s'appelle Iron Harvest, qui est un jeu comme je disais, dans l'univers de Scythe, mais qui va être un peu dans le style construction de bâtiments, déploiement d'armées un peu à la Warcraft ou des jeux de ce style-là, à ce que j'ai pu voir avec les vidéos du jeu. C'est un jeu qui, en ce moment, il reste une vingtaine de jours encore à la campagne, là, puis ils ont dépassé facilement leur objectif. Puis c'est un jeu que vous pouvez avoir accès à la alpha et bêta sur PC pour si vous supportez. Puis ensuite, le jeu va être disponible là, sur PC, Xbox One puis PS4. Donc c'est un jeu qui va être multiplateforme. Mais pour les alpha et bêta, ça va être seulement sur PC. Également, il y a Pishnut Hockey qui est sur Kickstarter en ce moment. C'est un jeu québécois qui est un petit jeu très sympathique. C'est une espèce de plateau en bois qui est comme une patinoire et on doit pichenoter des petites rondelles selon une certaine contrainte et tenter de mettre d'envoyer la pichenote dans le but adverse et faire des points. De cette façon-là, il y a 3 grandeurs de patinoire et plus la patinoire est grande, plus il y a de rondelles sur le jeu. Et ça semblait bien sympathique. Ils ont dépassé aussi leur objectif. Ils sont à 205%, à peu près une vingtaine de mille de dollars. Puis il reste environ une dizaine, 9 jours en ce moment, au moment où je tourne le podcast. Donc probablement 5-6 jours quand ça va être en ligne, quand vous allez l'écouter. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est Pishnut Hockey. Puis le plateau est vraiment très beau, là.
en bois. Puis il y a différents pledges aussi pour avoir seulement le petit, le moyen et les trois ensemble aussi qui s'emballent tout bien ensemble. Donc c'est un projet très intéressant. Moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est tout le plateau en bois. J'aime ça, les trucs en bois. Puis je trouve le principe du jeu a l'air très intéressant. Ensuite, il y avait aussi Railroads Rivals, un autre jeu de train. Comme vous savez, j'aime bien ça. Et c'est un jeu, en fait, qui est un placement de tuiles qui va nous amener à faire des routes entre certaines destinations. À chaque fois qu'on place une tuile, on va placer un de nos trains. Et il y a aussi des stocks, des actions de compagnie de train aussi qui vont nous valoir des points à la fin de la partie. Le jeu a l'air quand même très bien aussi. Peut-être un peu light, peut-être un peu léger, mais pour ceux qui aiment le style, c'est un jeu qui va durer moins d'une heure. Il n'a pas encore atteint son financement, je ne sais pas s'il va se rendre. Il reste encore 17 jours à la campagne. Puis ils demandent, là, ils sont rendus à peu près à 20 000 $. Puis ils demandent, je peux aller vérifier, ils demandent environ là, 38 000 $ canadiens, ils sont rendus à 24 000 $ canadiens. Puis les pledges là, sont en US. Là. C'est environ 50 $ canadiens là, pour le jeu. Et finalement, il y avait aussi comme dernier projet que vous avez probablement entendu parler beaucoup, c'est le jeu Batman Gotham City Chronicles, qui est un jeu de miniature et purement de miniature sur Batman par Monolith Board Game, qui avait fait aussi Conan, que j'ai pas joué. C'est pas des jeux qui m'attirent vraiment, c'est des jeux un peu à scénario où on va avoir un peu à la Zombicide aussi, qui étaient des scénarios également où on va avoir certains objectifs à accomplir, puis on va se taper dessus avec des dés. Donc très Ameritrash, mais dans l'univers de Batman, les figurines sont vraiment très belles. Je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus. Si vous allez voir sur la campagne, il y a plein d'extensions de figurines, la Batmobile, etc. Donc ils rajoutent du stock d'après moi. Vous en avez pour plusieurs centaines de dollars si vous achetez tout ça. Faut aimer ça, faut vouloir y jouer aussi beaucoup pour ce prix-là. Mais il y en a que je sais qui apprécient beaucoup, donc je voulais vous en parler. C'est pas de quoi que je crois. C'est définitivement pas un jeu que je vais supporter, mais je vais être curieux de voir là, les copies, bien évidemment, pour voir les miniatures. Je pense qu'il va être très intéressant. Et donc, sur ce, ça complète pour les petites nouvelles que j'avais pour ce 37e épisode. Et on va passer au sujet principal, qui sont les Golden Geek Awards 2017. Donc, mes choix, les gagnants, et puis les nominés également. Donc, on y va sans plus tarder. Alors, pour les Golden Geek Awards 2017, donc un petit rappel comme je l'ai fait au début de l'épisode, ce sont les récompenses données sur le site de boardgamegeek.com qui sont donc des votes par les utilisateurs, des nominations aussi qui sont faites par les utilisateurs. Et donc, ça représente, c'est sûr, beaucoup le classement aussi Board Game Geek, on s'entend là-dessus. Donc, souvent, il n'y a pas énormément de surprises, mais c'est quand même le fun de tout voir les jeux qui sont en nomination. Des fois, ça peut vous donner, juste par le titre, ce jeu-là m'intéresserait peut-être. Donc, c'est sûr, je ne commenterai pas sur tous les jeux parce que ça va être beaucoup trop long, il y a beaucoup de catégories, mais je vais quand même nommer tous les nominés, puis les gagnants, puis peut-être faire un petit peu de commentaires là aussi sur quel aurait été mon gagnant, puis ensuite, pourquoi, puis ensuite les gagnants. Donc, je pense que je vais le faire de cette façon-là. Et on va voir comment ça va prendre le temps aussi. Je vais essayer de ne pas trop m'éterniser. La première catégorie, c'est le jeu de l'année. Par contre, on va la garder pour la fin. C'est toujours plus intéressant. Donc, on va y aller avec la deuxième catégorie qui est les jeux à 2 joueurs. Donc, en nomination, on a 13 Minutes de Cuban Missile Crisis. Oh, ça, c'est déjà, ça commence très bien. 878 Viking Invasion of England, un jeu que j'ai pas essayé. Caverna Cave vs Cave, lui non plus, j'ai pas joué. Codename Duet, Colonial Twilight, The French Algerian War 1954-1962. Un jeu qui m'intéresse beaucoup, un jeu de guerre, mais que j'ai pas encore mis la main dessus. The Cousins War, je n'ai vraiment pas, je sais pas quel est ce jeu. Fog of Love,
The Fox in the Forest, Fugitive, Legend of the Five Rings, The Card Games, Ling, Tak, Tao Long, The Way of the Dragon, Technoball Arcade Football Unplug, Triplock et Warhammer Underworlds chez Spire. Donc, parmi tout ça, j'en ai joué quelques-uns, mais pas des tonnes. Ça a été une année un petit peu moins à 2 joueurs. J'ai joué plus souvent à 3-4 joueurs. Certainement 13 Minutes pour ma part qui remporterait je sais pas lequel, je me souviens même pas. Je me souviens avoir regardé les gagnants, mais je me souviens pas qui a gagné. C'est probablement que Caverna Cave versus Cave est peut-être un des grands gagnants parce que ça doit être un très bon jeu. J'avais regardé des vidéos, par contre, je me le suis pas procuré. Mais pour moi, 13 Minutes de Cuban Missile Crisis. C'est 13 Minutes, c'est pas 13 Days. Ouais, il est moins intéressant le 13 Minutes. J'ai fait une petite erreur ici, le 13 Minutes. Qui est peut-être un. Il y a moins de tension que dans 13 Days. Mais il est quand même intéressant, mais je préfère de loin 13 Days. Donc pour moi, ouais, peut-être que ce serait... Fugitive, j'ai vraiment aimé. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais j'ai vraiment, dans l'épisode, je sais pas pourquoi je parle d'émission. Dans l'épisode Fugitive, j'ai vraiment apprécié. Je pense que ce serait mon choix pour le 2-player game parmi tous ces choix. Et donc, le gagnant, il est runner-up. Donc, runner-up, on a The Fox in the Forest. Oh, ça m'intrigue, je ne l'ai pas essayé celui-là. Caverna, Cave versus Cave, comme je pensais. Et Codename Duet, le grand gagnant. C'est vrai, c'est un très bon jeu aussi. Ça reste un Codename qui est très, très agréable à 2 joueurs également. Donc, ce sont les gagnants. Ensuite, on a les artworks et présentations, donc l'aspect graphique, l'aspect présentation du jeu. Premièrement, il y a le 7e continent, The Seventh Continent, que je vais recevoir là, dans les prochains jours, probablement au moment de tourner, au moment de vous diffuser ça. Je vais peut-être avoir reçu ou être ça va être dans la semaine de la réception du 7e continent. J'ai hâte, il y a tellement de hype autour du jeu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que je ne serai pas déçu, mais ça me semble très intéressant. Anachronie, c'est vrai qu'il est super beau visuellement, mais vous savez depuis quelques temps que j'ai de la misère à accrocher sur le jeu. Il faut que je le joue en multijoueur avant de m'en départir, mais je sais pas pourquoi ça accroche pas de mon côté. Azul, c'est clairement un très bon jeu. Ça, là, on parle de la présentation et tout. Mais il est super beau également. Charterstone également, super beau. On a Dice Forge aussi, oui, très bien fait aussi, avec les dés modulables. Dinosaur Island, que j'ai pas essayé, mais il est très éclectique au niveau des couleurs. Ex Libris, ça, c'est vrai que c'est très, très beau comme design. Gloomhaven aussi. On a de très bons jeux ici. Lisboa, j'adore Lisboa. J'adore aussi son aspect graphique. Ça plaît un peu moins à tout le monde, mais pour moi, j'aime bien. Ensuite, Near and Far, c'est vrai que c'est très beau. Je me souviens pas, c'est l'auteur qui dessine aussi ces trucs, mais je me souviens pas du nom de l'auteur. Ça m'échappe. Photosynthesis, c'est vrai que c'est vraiment superbe comme présentation. Sagrada, également très beau. Spirit Island, c'est vrai que c'est très bien aussi, mais j'ai pas essayé, puis il m'intrigue de plus en plus. Là. Au début, j'avais pas accroché, mais là, il commence à me tenter un peu plus. Tiny Epic Quest, et oui, c'est vrai que c'est très bien aussi, très beau graphiquement, et Yamatai. Tous des jeux que j'ai joués pratiquement, à part Near and Far, Dinosaur Island et Spirit Island. Donc, la plupart, puis il y a Seven Continents, je sais pas, finalement, peut-être pas toutes, mais je les connais toutes assez bien. Puis pour ma part, je pense que j'irai avec Photosynthesis juste pour le style. Les arbres sur le plateau, c'est vraiment super beau. Là. On est vraiment dans la catégorie présentation et design. Donc, je pense que je vais avec Photosynthesis pour ma part. Alors, quels sont les gagnants? Le runner-up Sagrada et Azul. Et le grand gagnant, le même que j'avais choisi, Photosynthesis. Ensuite, les jeux de cartes. Les jeux de cartes ici, quoi que je joue, c'est des jeux que je joue un peu moins, fait qu'il risque d'avoir moins de jeux que j'ai essayé parmi toute cette liste.
Et alors, on y va avec il y a Aeon's End War Eternal, Alien Artifacts, Century Spice Road, Clank in Space, Custom Heroes, Ethnos, The Fox in the Forest, Fugitive, Herbaceus, Jump Drive, Legend of the Five Rings, The Card Game, London Second Edition, The Lost Expedition, Majesty for the Realms et Village of Valeria. J'en ai essayé quand même plusieurs parmi tout ça. Je ne sais pas quel serait mon choix. J'aime bien Village of Valeria. Majesty for the Realms, j'avais bien apprécié. J'ai juste joué une fois par contre. Century, j'ai comme trop joué, on dirait que je me suis tanné, mais c'est vrai que c'était quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à jouer à Century, mais là, j'ai hâte de voir avec l'extension, qu'est-ce que ça, pas l'extension, mais le deuxième jeu qu'ils vont pouvoir mixer, qu'est-ce que ça va donner également, ça va rajouter un peu de saveur au jeu. Donc pour moi, je pense que j'irai avec Lost Expedition, je pense. The Lost Expedition, c'est vrai que c'est un très bon jeu de cartes, c'est vraiment le fun. Surtout en solo également. Très bonne tension dans le jeu, c'est très difficile à gagner. Donc, ouais, je pense que j'y vais card game avec The Last Expedition. C'est sur le vif, tout ça. Donc, card game, quels sont les runner-up? On a Ethnos, que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais qui semble très bien. Clank in Space. Et le grand gagnant, c'est Century Spice Road. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hype et tout ça autour de ce jeu-là, donc c'est pas très surprenant de le voir gagner dans cette catégorie-là. Les jeux coopératifs, encore là, un style de jeu que je joue un peu moins, mais souvent les jeux coop, je les joue en solo. Donc en nomination, on a le 7e continent, encore une fois. On a Aeon's End War Eternal. On a Codenames Duet. Dresden File Cooperative Card Game. First Martian Adventure on the Red Planet. Flipship. Gloomhaven Kitchen Rush. The Last Expedition, encore une fois. Magic Maze, Pandémie Legacy saison 2, Pandemic Rising Tide, Spirit Island, This War of Mine, The Board Game et Too Many Bones. Oh, il y a du gros jeu, il y a du gros choix intéressant. C'est sûr que Gloomhaven, à mon avis, est ressorti gagnant de cette catégorie-là. Pour ma part, je crois que j'irais aussi avec Gloomhaven parmi tout ça. C'est un jeu vraiment... mais j'ai vraiment beaucoup apprécié Too Many Bones aussi. Mais j'ai juste joué une fois à Too Many Bones avec Gloomhaven. J'ai quand même joué beaucoup de parties. Puis j'ai hâte de le recevoir, Too Many Bones, pour me faire une meilleure idée. Mais j'ai aimé le concept du jeu, tout le principe des dés, de customisation, j'ai pas le mot en français, des dés. Vraiment très intéressant. Il y a This One of Mine qui a l'air vraiment très très bon. Des fois, je suis moins amateur des jeux avec trop d'histoire à lire, Des fois, ça vient lourd, mais il a l'air vraiment très bon également. Malheureusement, je l'ai pas eu et c'est quand même un jeu dispendieux. Puis avant d'acheter un jeu comme ça, ben, je vais être sûr d'y jouer plusieurs fois. Puis là, j'ai quand même beaucoup de jeux à scénario comme ça, comme Gloomhaven qu'il faut finir par passer au travers aussi. Hein. Donc, de mon côté, Cooperative Game, je pense que j'irai avec Gloomhaven, c'est lui que j'ai le plus joué et que j'apprécie énormément. C'est sûr que je ne l'ai jamais joué en coop, je l'ai juste joué en solo. Donc, c'est sûr que on y va avec Gloomhaven. Et le gagnant, probablement. Les jeux coopératifs, le runner-up de Pandemic Legacy saison 2. Pas très surprenant. Le 7e continent et finalement le gagnant, Gloomhaven. C'était assez prévisible, c'est vraiment tendance tout ce qu'on voit sur Board Game Geek. Ensuite, une autre catégorie, les extensions. Les extensions, on a Aeon's End, War Eternal, Arkham Horror The Card Game, Dunwich Legacy, Between Two Cities, Capitals, Champion of Midgard, Valhalla, Cities of Splendor. Ah, c'est vrai, l'extension, j'avais hâte de voir, mais là, j'ai plus le jeu de base. Donc, malheureusement, ça me semblait intéressant, tout ce qu'il apportait à Splendor pour lui donner un petit renouveau. On n'a pas entendu beaucoup parler de ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu passer beaucoup là, de l'extension là, sur les réseaux sociaux un petit peu. Clank, Second Treasures, Legendary X-Men, One Deck Dungeon Forest of Shadows, Sight, The Wind Gambit,
Spirit Islands, Branch and Claw, Star Wars Rebellion, Rise of the Empire, Terraforming Mars, LS Elysium, Terraforming Mars, Venice Next, Ticket to Ride Map Collection, Volume 6, La France et l'Old West, Tiny Epic Galaxy, Beyond the Black et Xayah Amber of Forsaken Star. Des extensions, j'en achète pas énormément, mais j'ai The Wind Gambit, ça serait probablement mon choix. Je pense que c'est le seul que j'ai dans tout ça. Il y a quelques jeux que j'ai quand même. J'ai Arkham Horror, mais j'ai pas d'extension pour l'instant. Terraforming Mars, j'ai pas d'extension non plus pour l'instant. Donc, ouais, je pense que pour moi, ça serait celle de Wind Gambit par défaut. Là. Mais il n'y a pas tant d'excitation ici. Et donc, quels sont les runner-up? Terraforming Mars, Venus Next, Terraforming Mars, LS Elysium et le grand gagnant, Site de Wind Gambit. Que je trouve, plus je la joue, plus je la trouve intéressante. Là. La dernière fois que je l'ai joué comme une fois avec les bateaux qui se déplacent beaucoup plus que juste d'une case. Là. Ça, faut faire attention. C'est vraiment le nombre qui est écrit sur la carte verte. Il apporte un aspect intéressant, mais c'est surtout les trucs de fin de partie, les changements de fin de partie qui semblent qui apportent beaucoup au jeu dans cette extension-là. Ensuite, les jeux familiales. Alors, on a Azul, Baron Park, Century Spice Road, Dice Forge, Dawn Force, Hypnos, Magic Maze, Majesty for the Realm, Meeple Circus. Celui-là, il faut vraiment que je l'essaye un jour. Je suis pas prêt à l'acheter parce qu'il joue pas en solo, puis je sortirai pas souvent, mais je pense que je vais réussir à... J'ai quelques amis qui l'ont aussi, donc je vais réussir à y jouer éventuellement, je l'espère. Number 9, Photosynthesis, Queen Domino, The Quest for Eldorado, Rhino Hero, Super Battle et Sagrada. Donc, il y en a beaucoup là-dedans que j'ai essayé. Number 9, c'est vraiment très bon. Majesty for the Realms, Dice Forge. Dice Forge, il y a eu un gros hype puis ça a redescendu assez vite. Century Spice Road, Baron Park, Azul, mais je pense que Azul est le grand gagnant de tout ça. C'est un jeu tellement formidable, bien fait, bien pensé. Est-ce qu'on joue d'un bord ou l'autre du plateau? La stratégie est différente, mais c'est vraiment un jeu excellent, Azul. Après moi, c'est certainement lui qui a gagné. Pour moi, c'est clairement le jeu familial par excellence. Et donc, le runner-up, c'est Century Spice Road, un autre très bon jeu familial. Un jeu d'ailleurs que j'ai fait essayer à mes parents, je leur ai laissé ensuite par la suite, vu que j'étais un petit peu tanné de jouer. Je trouvais que j'avais assez joué, puis je leur ai laissé pour qu'ils puissent en profiter également. Runner-up, il y a aussi Sagrada, qui est vraiment un autre très bon jeu. Et finalement, le grand gagnant, Azul. C'est pas très surprenant. Il surprend, je pense que tout le monde l'apprécie énormément, ce jeu-là. Ensuite, la catégorie innovation. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catégories encore. On va y arriver. Donc, la catégorie innovation. Peut-être que l'épisode va être un petit peu plus long, mais on y va quand même. J'aime ça faire cette revue-là. J'espère que vous l'appréciez aussi. C'est sûr que ça fait beaucoup de noms de jeux à entendre, mais j'essaie de vous donner un petit peu mon avis ici et là également. Donc, la catégorie innovation, on a le 7e continent, Anachronie, Azul, Charterstone, Dice Forge, Fog of Love, Gloomhaven, Magic Maze, Near and Far, Number 9, Photosynthesis, Sagrada, Sidereal Confluence Trading and Negotiation in the Elysian Quadrant. J'en ai aucune idée quel est ce jeu. Spirit Island, This One of Mine, The Board Game. Donc, les jeux innovants. Qu'est-ce qui est le plus innovant parmi tout ça? C'est une bonne question. C'est une bonne. Qu'est-ce qui est très innovant? Tu sais, ce 7e continent, il semble avoir. C'est-tu tant innovant que ça? Anachronie aussi, Azul. Qu'est-ce qui est très innovant? Charterstone, c'est intéressant vu que c'est un placement de travailleurs évolutif. Gloomhaven, ben, c'est un jeu à scénario, c'est sûr que c'est un legacy. Est-ce que c'est innovant à ce point?
Dice Forge avec les dés modulables, ça c'était intéressant aussi, mais je sais que ça existait déjà avant. Je suis assez embêté sur lequel que moi je choisirais dans innovant. Je pense que j'irais avec Charterstone, juste pour le placement de travailleurs, Legacy. Je trouvais ça intéressant. Donc Charterstone pour ma part et pour les vrais gagnants. On a Runner-Up Magic Maze, que j'ai essayé quelques secondes. J'ai pas eu le temps d'y jouer finalement. J'ai été occupé ailleurs. Ça va l'air très bien, Magic Maze. Je trouvais le concept intéressant, effectivement, de ne pas pouvoir parler puis d'avoir tous ses déplacements, le type de déplacement qu'on peut faire à chaque personne. Je trouvais ça bien. Septième continent aussi, Runner-Up. Et le grand gagnant, Gloomhaven. Oui, Gloomhaven, c'est vrai que c'est un bon jeu, mais innovant, c'est sûr que à quel point c'est innovant, ça reste un jeu de dungeon crawler. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect legacy, mais le legacy existait déjà. Mais bon, c'est sûr que sa popularité a fait en sorte qu'il en ressort gagnant ici. Les jeux de party. Ça, c'est vraiment loin de ma catégorie, donc je vais y aller assez rapidement. On a The Chameleon, Crossfire, Crosstalk, Drop Mix, Go Nuts for Donuts, Leader of Euphoria, Choose a Better Oppressor, Muse, One Night Ultimate Alien, Pit Crew, Secrets, Spyfall 2, That's a Question, Tortuga 1667, Werewolves et Ward Z. Il y a Secrets que j'ai joué, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, un jeu de rôle secret où on va changer en fait de rôle au cours de la partie. Donc ça, c'était vraiment très bien comme jeu Secrets. Sinon, c'est pas mal ça les jeux que j'ai. C'est Pit Crew qui me semblait intéressant, un jeu où on va être dans un puits de course automobile. Mais bon, pour ma part, j'irai avec Secrets, c'est le seul que j'ai joué, donc je peux pas m'avancer plus que ça. Et quels sont les gagnants? Donc les runner-up, on a Tortuga 1667, Spyfall 2, et le grand gagnant, c'est Werewolves. Je ne connais pas ce jeu-là. Peut-être que c'est un autre... je vais aller voir. Peut-être que ça a un autre nom en français qui me dirait peut-être plus quelque chose. Absolument pas. Donc, je ne sais pas exactement quel est ce jeu, mais il est le grand gagnant des jeux de party. Les print and play, ça c'est toujours très le fun. Et For Quest, ça je l'ai vu passer quelques fois, il a l'air vraiment très bien ce jeu-là. Ada Lovelace Consulting Mathematician, oh ça a l'air, ça m'intrigue, je le connais vraiment pas. Ada Master, Black Sonata, Doctor Who Solitaire Story Games, My Little Sight, qui est une version poney de Sight avec un plus petit plateau qui a été fait. Pocket Landship Raging Bulls, Snowbirds et Welcome to Dino World. Je n'ai pas essayé dans tout ça, fait que je ne pourrais pas me prononcer. Lui qui m'intriguait le plus, c'était A4 Quest que j'ai vu passer récemment. Et les gagnants sont... On a Runner-Up Doctor Who Solitaire Story Games, Runner-Up A4 Quest et le winner, le gagnant, My Little Sight. Ensuite, les jeux solo. Oh, la catégorie que j'attendais. Donc, on a le 7e continent. J'ai hâte de voir. Finish, très bon jeu également. Un petit jeu que j'ai juste ici qui est très casse-tête. Très bon petit jeu de Friedman Freeze. Finish, Gaia Project. Je ne l'ai pas essayé en solo, mais très bon en multi. Gloomhaven, effectivement. Hostage Negotiator Crime Wave. J'ai juste le Hostage Negotiator normal, je n'ai pas l'extension. The Lost Expedition, vraiment aussi. Nemo's War, Second Edition, bien important. Ça, c'est vraiment un excellent jeu solo. One Deck Dungeon, Forest of Shadows, Sagrada, Spirit Island, Super Hot Card Game, This Water of Mine, The Board Games, Tiny Epic Quest, Too Many Bones et Xayah Ambers of Forsaken Stars.
Quel solo? Si vous vous souvenez, j'avais fait un top 10 là, quand même un petit bout. Gloomhaven était sorti en premier. Euh, mais là, j'hésite entre Gloomhaven et Nemo's War. Nemo's War, quand j'ai rejoué, il est quand même moins long à mettre en place. Ça, Gloomhaven est quand même une aventure vraiment épique aussi. Mais tiens, pour faire changement, moi, j'y vais avec Nemo's War parce qu'on sait que cette catégorie va être remportée par Gloomhaven, j'en suis certain. Donc, Solo Games, runner-up, Nemo's War, Seven Continents et Gloomhaven est le grand gagnant. Donc, c'est assez prévisible tout ça. J'ai hâte de voir Seven Continents pour moi où il va se placer parmi tous ceux. Il y a Too Many Bones qui est un excellent choix aussi, que encore là, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai vraiment hâte de voir là, où il va de rejouer pour voir l'aventure aussi en solo, qu'est-ce que ça donne. J'avais vraiment apprécié l'expérience à 4, c'est Martin, la zone jeu de société, qui nous avait fait jouer au LAL, moi, David, professeur Board Game, et Martin de la Société des Jeux. Donc ça avait été vraiment une aventure vraiment très intéressante. Là. Too Many Bones, j'ai hâte de recevoir ma version à moi. Les jeux de stratégie, une autre catégorie que j'attendais. Donc on a Anachronie, ça sera pas pour moi. Azul, Charterstone, Clans of Caledonia, première fois qu'il sort parmi tout ça, puis c'est un excellent jeu, Clans of Caledonia. C'est sûr qu'il n'y a pas eu énormément de copies en distribution, donc ça aide pas non plus à faire connaître le jeu. Dinosaur Island, que j'ai pas essayé mais qui semble très bien. Ethnos, Gaia Project, Gantes, Gloomhaven, Heaven and Hell, Lisboa, Pandemic Legacy saison 2, Raja of the Ganges, Ganges, je pense que je vais juste dire Raja pour ce nom de jeu-là à chaque fois. Je suis tanné de mal le prononcer, j'en dirais je sais jamais. Spirit Island et Twilight Empyrean, la 4e édition. Il y a du choix solide ici. Je pense, Heaven and Hell commence à rattraper du chemin. Là. Je l'ai joué beaucoup récemment, donc c'est sûr qu'il penche un peu plus. Mais c'est sûr que Lisboa, je crois pour moi, est mon numéro 1 dans les jeux de stratégie. Clans of Caledonia est également très bon. Mais ouais, pour ici, je vais y aller avec Lisboa. Et quels sont les vrais gagnants? On a en runner-up Azul. Est-ce que je le mettrais dans cette catégorie-là? C'est plus un jeu abstrait, mais c'est stratégique. Oui. Non, il y a quand même beaucoup de stratégie dans les pièces, mais à ce point, je sais pas, pour être dans cette catégorie-là. Clans of Caledonia, qui est runner-up, et le grand gagnant, Gloomhaven. C'est pas très surprenant ici. Les jeux à thématique maintenant. Catégorie, on s'en vient presque à la fin. Les jeux thématiques, donc 7e continent. Je pense que la thématique est effectivement très forte. Anachronie. La thématique est là, c'est certain. Mais forte à ce point, je sais pas. Dinosaur Island, Fallout, Fog of Love, Gloomhaven, The Godfather, Carleon Empire, Near and Far, Nemo's War. Nemo's War qui est un très bon jeu. Ben, on sent quand même la thématique. Peut-être pas autant qu'on pensait, mais on se sent bien dans les mers, etc. Je pense qu'on est quand même bien immergé dans Nemo's War malgré tout, malgré que les cartes, les événements sur les cartes sont un peu, c'est des extraits de livres, donc c'est pas, il n'y a pas une suite logique à tout ça. C'est plus on lit des passages du livre de 20 milieux sous les mers. Pandemic Legacy, saison 2, Spirit Island, This War of Mine, The Board Game, Tiny Epic Quest et Twilight Empyrean 4e édition. Et aussi le dernier, Wasteland Express Delivery Service. Pour moi, la thématique ici, je pense que j'irai avec Gloomhaven. J'ai pas le choix. Je pense que This War of Mine a l'air très thématique. Là. Vraiment, mais je l'ai pas essayé. Donc pour moi, je peux pas le supporter plus que ça, mais Gloomhaven, thématiquement, il est vraiment très là. On le sent vraiment, la thématique avec les événements de route, les événements de ville, tous les scénarios, tout le livre de scénarios. Donc, c'est certainement un jeu très thématique. Donc, les runner-up, on a This War of Mine, The Board Game, Seven Continents, pas très surprenant, qui semble très thématique aussi, et le grand gagnant, Gloomhaven. Encore là, on n'est pas trop surpris. Il nous reste 3 catégories.
On a les War Games, que j'adore, mais que j'ai pas la chance de jouer assez. Pas que j'en achète pas assez, mais c'est dur de trouver autant de temps avec faire des vidéos, faire des podcasts et jouer en plus, puis jouer avec d'autres gens, puis j'ai pas de fans de War Games là, autour de moi non plus. Là. Peut-être faudrait que je me trouve une journée par semaine là, pour jouer à des War Games. Parce que j'apprécie ça, mais souvent c'est des jeux qui sont quand même assez longs. Donc on a 1754 Conquest de French and Indian War, 878 Vikings Invasion of England. Ça, c'est 2 jeux de guerre qui sont relativement courts habituellement, qui sont très bien faits. C'est le même système, là. J'ai 1812, là, l'invasion du Canada, qui est vraiment aussi là, un très bon jeu. B17 Flying Fortress Leader, Baptiste by Fire, The Battle of Kasserine, Colonial Twilight, The French-Algerian War, The Cousins War, Ennemi Cos Ahead, The Doolittle Raid, Fields of Despair, France 1914-1918, Here I Stand, 500e anniversaire, Reprint Edition, Hollande 44, Operation Market Garden, Next War Poland, Pendragon, The Fall of Roman Britain, Pericles, The Peloponnesian Wars, et on a Supply Line of the American Revolution, The Northern Theater 1775-1777, Table Battles, Target for Today et Times of Crisis. J'en ai joué aucun dans tout ça, même si je suis amateur de Wargames, j'en ai quelques-uns, mais qui datent de l'année passée ou les autres. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent dans tout ça. Il y a Fields of Despair qui m'intéresse beaucoup, Colonial Twilight, 878 Vikings qui m'intéresse également beaucoup. Time of Crisis aussi. Mais donc, j'en ai pas essayé, donc je peux pas nommer de gagnants pour cette catégorie-là. Et quels sont les gagnants? Peut-être que ça va être... c'est des jeux que je connais, à part le runner-up ici, Pendragon, The Falls of Roman Britain, que je vais certainement aller voir qu'est-ce que ça en dit. Time of Crisis et le grand gagnant, 868 Vikings, Invasion of England, qui est un jeu un peu plus facile d'accès pour un wargame. Ensuite, on rentre dans des catégories qui ne sont pas des jeux, mais qui sont liées aux jeux. Donc, le meilleur podcast et le meilleur application sur tablette de jeux de société de board game. Donc, le meilleur podcast, on a ici les nominés Blue Peg, Pink Peg, Board Game Blitz, Board Game Insider, Brawling Brothers Board Gaming Podcast, Ding and Dent, Dukes of Dice, Flip the Table, Gaming Rules, AV Cardboard, Low Player Counts, Ludology, Punching Cardboard, Rado Talks True, Rolling Dice and Taking Names et This Game is Broken. J'en connais quand même plusieurs ici. C'est surprenant de ne pas voir Secret Cabal dans les nominations. Ça me surprend beaucoup. Rado Talks True, j'allais quand même écouter souvent, que j'apprécie beaucoup. Heavy Cardboard, j'ai un peu décroché depuis un certain temps, malheureusement. Il y a Low Player Count que j'aimais beaucoup. Il faudrait que je me remette à écouter. Je dirais que j'écoute beaucoup de podcasts, mais j'en écoute un petit peu moins là, de jeux de société. En ce moment, ce que j'écoute, c'est les autres Québécois. Balado ludique, puis j'ai oublié son autre nom. Sur le plateau que j'écoute aussi. Donc, ces deux-là québécois que j'écoute pour l'instant, mais j'en écoute plus tant que ça non plus des Américains pour le moment. Il y a Brawling Brothers que j'ai écouté aussi peut-être un an ou deux, là, que j'aimais bien, mais c'était peut-être un petit peu trop entertaining, parlait moins de jeu un peu. Donc, les gagnants ici, on y va avec le runner-up Heavy Cardboard, qui était effectivement un excellent podcast. Je l'ai décroché malheureusement. Peut-être que je vais y retourner éventuellement. Ludology, runner-up, et le grand gagnant, Rado Talks True,
Rado qui parle et qui parle et qui parle pendant un bon 2 heures. C'est un épisode qui a lieu à chaque mois. Donc un épisode, comme je fais en ce moment, un épisode par mois. Parce qu'en combinant ça avec les vidéos et tout ça, plus le travail, etc. Donc ça devient difficile de faire un épisode ou 2 semaines que je faisais avant. Ça venait un peu trop de charge. Puis tu sais, je le fais vraiment pour le plaisir. Puis là, j'ai beaucoup de plaisir à juste passer ici toute la revue des jeux. Donc, je pense que c'est le principal ici. Et la dernière catégorie, on a la meilleure application de jeux de société. Donc, Seven Wonders, Burgle Bro, 8 Minute Empire, Friday, Jaipur, Lord of Waterdeep, Under Mountain, Lotus, Mysterium 2017 mobile, Onirim, Potion Explosion, Race for the Galaxy, Star Wars Imperial Assault, Terra Mystica, Through the Ages et Tokaido. J'ai entendu beaucoup de bien sur Through the Ages, c'est un jeu que j'adore. Il faudrait que je me load cette application-là, que je me le procure. Par contre, j'ai pas tendance à jouer beaucoup là, sur mobile, vu que je joue beaucoup en solo. Donc, souvent, j'ai moins tendance là, à aller vers les applications mobiles. Et qu'est-ce que... Parmi tout ça, je pense que c'est pas mal ceux-là que j'entends, que je pense qui sont de bonnes applications. Seven Wonders va être très bien aussi également. Terra Mystica aussi également, qui est un excellent jeu. Et donc, le Best Board Game App, la meilleure application, on a Runner Up, Race for the Galaxy, Onirim et le grand gagnant, Through the Ages. Et ça fait le tour de toutes ces nominations-là, de toutes ces Golden Geek Awards 2018. Donc, je pense que ça fait le tour de tout ça, comme j'ai mentionné. Je pense que vous avez eu beaucoup de choix de jeux ici. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui reviennent dans chaque catégorie. Gloomhaven en est sorti grand gagnant. C'est pas très surprenant, il est numéro 1 sur Board Game Geek. C'est voté par les utilisateurs de Board Game Geek. Donc souvent, on retrouve assez cette tendance-là. Mais ce que j'aime voir, c'est souvent les jeux en nomination, parce qu'il y en a quand même beaucoup de nominations. Donc on se retrouve avec un bon choix. Puis des fois, aller chercher quelques découvertes. Il y a quand même quelques jeux là-dedans que j'avais jamais entendu parler, qui m'intriguaient juste par le titre, d'aller voir un peu plus sur le sujet. Donc, je vais mettre la liste de tout ça là, pour aller, les liens pour aller vers les nominés surtout, et les gagnants aussi, si vous voulez avoir un petit rappel de tout ça. Et on s'en va, donc ça conclut le sujet principal et on s'en va vers mes derniers achats. Alors, pour mes derniers achats, j'ai fait l'acquisition de Heaven and Hell et je vais vous en reparler tantôt dans les expériences de jeu. C'est vraiment très bon. Number 9 aussi. J'ai acheté également Welcome to Centerville, qui m'intriguait beaucoup, un jeu de GMT où on va construire une ville un peu à la SimCity. J'ai hâte de le recevoir, je vais le recevoir la semaine prochaine. J'ai aussi acheté l'extension Grand Slam pour Baseball Highlight 2045, donc 10 extensions incluses dans cette extension. Donc plusieurs, là, je ne me souviens pas de toutes qu'est-ce qu'il y a. Il y a les coachs, les terrains, etc. Il y a plein d'extensions. J'ai hâte de vous montrer là, de vous montrer ça, de vous déballer ça prochainement. The Roar, A Story of a Cold Trade, que j'ai acheté usagé celui-là. Et finalement, j'ai reçu aussi Steam Rollers, reçu de Kickstarter. Et ça aussi, je vais vous en parler dans quelques instants. Un excellent jeu aussi de dessin de track de chemin de fer là, sur votre petite feuille personnelle. Donc, ce sont mes derniers achats depuis le dernier épisode et on s'en va directement aux expériences de jeu. Alors, pour les expériences de jeu, juste un petit rappel, là, maintenant, si vous n'avez pas écouté les derniers épisodes, je fais vraiment un résumé là, des jeux que j'ai joués depuis le dernier épisode. Donc, c'est vraiment tous les jeux que j'ai joués. Je vous fais un petit sommaire des jeux. Parfois, je vais aller un petit peu plus dans le détail, dépendant des parties que j'ai jouées et des appréciations aussi également. Donc, le premier jeu que j'ai joué, c'est Gaia Project. Gaia Project, j'en avais parlé également dans le dernier épisode.
Plus je joue de parties, plus je trouve vraiment le jeu gagne en profondeur et plus précis, je ne sais pas si c'est le bon terme, que Terra Mystica. On sent que toutes c'est un raffinement de Terra Mystica, là. Et puis, toutes les stratégies, je trouve aussi le développement du territoire est un peu mieux fait aussi avec le développement des planètes, aussi les planètes Gaïa qu'on peut transformer, qui sont accessibles à tous. Sinon, il y en a des planètes un peu normalement, comme dans Terra Mystica, où on pouvait développer le terrain. Par contre, dans Gaia Project, on ne peut pas faire des étapes faut vraiment tout le faire d'un coup. Donc ça, il y a un autre aspect stratégique ici. Puis toutes les pistes où on va gagner des bonus, c'est vraiment plus approfondi, plus intéressant que Terra Mystica, où c'était juste une piste de culte. Là, on a vraiment des bonus très intéressants à aller chercher, plus en haut du plateau aussi. Il y a d'autres bonus, des tuiles également intéressantes. Donc, beaucoup plus de profondeur dans le jeu. De Gaia Project, j'apprécie à chaque fois que je le rejoue. C'est le fun aussi. C'est un jeu qu'il y a tellement de factions que tu peux rejouer une partie différente et avoir une stratégie différente à chaque partie. Puis aussi dépendant de ce que les autres ont également comme faction. Donc Gaia Project, là, vraiment très bon. Je pense qu'il en vaut probablement le prix finalement après quelques essais. Je pense pas me le procurer vu que j'ai un ami qui l'a. Puis je vais garder quand même mon Terra Mystica, puis c'est sûr que je vais le ressortir également. J'ai rejoué aussi à Charterstone, ça avance. Je crois qu'il me reste 2 parties à jouer pour conclure la campagne. Donc ça va se faire très prochainement, la campagne que je faisais en solo. Finish, petit jeu où on essaie, on est dans thématiquement, on est dans un bureau puis on essaie de passer notre journée de travail, mais en fait le but c'est seulement de faire la pile de 1 à 48. Donc on a des chiffres de 1 à 48, mais ils ont des pouvoirs spéciaux, les cartes. Puis il y a un système on va avoir 3 cartes, ça c'est le présent. Quand on a fini, on ne peut plus faire d'action avec ces cartes-là. On les met dans le passé. Il y a des cartes qui nous permettent d'en mettre dans le futur. Et quand on a un chiffre qu'on peut mettre sur le dessus de la pile, mettons qu'on est rendu à mettre le 5 apparaît, on peut le mettre sur le dessus de la pile, etc. On va tenter de faire la pile de 1 à 48. C'est juste qu'on a un certain nombre de tours de paquets qu'on va pouvoir faire qui sont comptés en café. Donc, à chaque fois qu'on fait un tour, on boit un café. Le but, c'est de passer la journée. À date, j'ai pas réussi à remporter encore de partie au niveau le plus facile, mais c'est très casse-tête. Je trouve un petit peu long, par contre. Peut-être que je vais réussir à accélérer le rythme de la partie. Là. C'est un peu, je trouve, un peu dans le même style que vendredi où... quoi que vendredi, ça peut se terminer très rapidement, mais si on fait une partie complète, qu'on se rend jusqu'à la fin, ça va être quand même assez long, 45 minutes facilement. Donc c'est ça pour finish, là, c'est un peu le même principe, pas le même principe, mais le même principe au niveau du temps, là, ça peut s'allonger. Quoi que dans ce jeu-là, on peut pas tant étirer la partie, on a vraiment un nombre de tours, là, mais le jeu a tendance à être un petit peu là à mon goût pour ce type de jeu-là. Lisboa, j'ai rejoué à Lisboa et je vous l'ai présenté aussi. Si vous ne l'avez pas vu en solo là, sur la chaîne de Board Game Québec, je vous ai fait une présentation, l'épisode 1 est en ligne. Et donc c'est la partie que j'ai jouée. Malheureusement, la fin, le deuxième épisode, je vais être obligé de retourner parce que j'ai effacé par mégarde ce que j'avais enregistré. Donc j'ai juste le son. J'ai plus l'image qui va avec ça, donc je vais être obligé de retourner enregistrer la deuxième partie de la partie avec la mise en place où j'en étais rendu. Mais c'est un jeu qui est tellement complet, tellement stratégique. Lisboa, j'adore à chaque partie que je joue. Je trouve graphiquement, thématiquement, j'adore tout de ce jeu-là. Le fonctionnement des cartes, on peut faire plusieurs types d'actions avec les cartes. Aussi en solo, le Thomas est vraiment bien géré, il est difficile à battre aussi si les parties sont serrées, sont tendues. Donc vraiment un excellent jeu Lisboa, je vous le conseille fortement si vous êtes amateur de jeux solo, amateur de jeux tout court, stratégique. Lisboa, c'est un très bon choix. J'ai également joué à Number 9. Number 9, là, ça m'a vraiment surpris. C'est un jeu, je me suis procuré. J'avais le goût de l'avoir. Je trouvais ça intéressant comme concept d'empiler des formes pour faire le plus de points possible. Genre en 10-15 minutes,
Ça sort très bien à tout moment, un petit filler. Je ne l'ai pas joué par contre à plusieurs joueurs. Mais ça va être le même principe, là. C'est juste que on va se battre entre nous pour les points. Là, j'essaie tout le temps de battre mon score. Mais c'est un jeu que j'apprécie énormément. Number 9. Ensuite, j'ai enfin joué à Antiquity. Wow! Quel jeu, quel jeu! Je vais le jouer très prochainement en multijoueur, mais en solo. Une partie qui m'a duré environ 2 heures, 2 heures et demie. La deuxième que j'ai jouée, wow! Quel jeu solide! Permettez-moi l'expression. Euh, c'est vraiment faut vraiment bien développer son engine de production, sinon on est voué à la famine et à la mort dans notre colonie qu'on fait. C'est très stratégique. Il y a beaucoup faut développer autour de nous, mais on crée de la pollution. Il y a de la pollution aussi qui se crée à chaque tour, donc on a moins d'espace pour aller cultiver soit des ressources pour la nourriture, soit des ressources de luxe qu'on va soit aller euh, recueillir dans les lacs autour ou dans les montagnes si c'est de l'or. On peut aller récupérer de la pierre aussi. Le bois dans les forêts, mais dès qu'on a cultivé une forêt, ben pas cultivé, mais récolté une forêt, ben plus là, c'est rendu des champs. Donc après ça, on peut planter, mais ça crée de la pollution par la suite. Il y a moyen de retirer la pollution dépendant du bâtiment qu'on fait, mais là, sur notre plateau, on est limité en bâtiment parce que c'est une grille de 9 par 9, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de la grandeur exactement. On est très limité. Là, on va devoir aller se construire une autre ville pour avoir plus d'espace. Les deux villes sont liées ensemble, donc chaque bâtiment s'interagit en même temps, mais ça nous fait plus d'espace. C'est vraiment, vraiment très bon. J'ai réussi à gagner en solo au niveau le plus facile, là, qui est la variante, c'est une variante non officielle là, qui est sur Board Game Geek, mais en fait, le but, c'est juste de remplir une des conditions de victoire. C'est un jeu qui n'a pas de points, c'est vraiment le premier qui remplit la condition de victoire. Puis, il y a 4 conditions de victoire possibles, dépendant du saint qu'on choisit. Là. Avec notre cathédrale, on va vers un saint et ce saint-là nous demande de faire tel objectif pour gagner la partie. Donc, c'est vraiment très bien. J'ai hâte de jouer en multijoueur. Je pense que je vais l'essayer à 3 pour commencer. Je pense que ça va être j'ai l'impression que ça va être le meilleur nombre de joueurs. À 4, je pense que ça risque d'être très long. Mais j'ai très hâte de le rejouer Antiquity en solo. C'était vraiment très très bon. Oui, c'est dispendieux. Oui, graphiquement, c'est peut-être pas le meilleur jeu. Mais au niveau des mécaniques, j'ai vraiment grandement apprécié Antiquity. On va dans le jeu un petit peu plus léger, Fugitive, petit jeu de cartes où on va avoir un enquêteur et un fugitif qui tentent de s'évader. Et avec des cartes, le but dans le fond, il va placer des cartes devant lui, le fugitif, par saut de... c'est des cartes qui vont jusqu'à de 1 à 41, 42, quelque chose comme ça. Puis on va placer des cartes, puis on a une limite d'espace. Mettons, je peux placer le 1, puis je peux aller jusqu'à 3 ou 4, je pense. Plus 2 ou 3. Plus loin. Mais la carte, lui, l'adversaire ne le voit pas. Et il va tenter, en faisant des guesses, de révéler toutes nos cartes qui sont cachées, parce qu'à chaque tour, on est capable d'en placer une. Et il y a aussi une façon avec nos cartes de rajouter des pas, donc des sauts aux cartes. Donc on pourrait avoir un plus 5, donc on pourrait passer de 8 à 13. Fait que là, ça devient plus difficile pour l'enquêteur de trouver, de révéler toutes nos cartes. Et s'il réussit à toutes les révéler avant qu'on se rende jusqu'au dernier chiffre, il gagne. Sinon, c'est nous qui est gagnant. Donc j'ai bien apprécié ce petit jeu-là, Fugitive. J'ai aussi essayé Head of Mouse Hole, que j'ai apprécié aussi, un petit jeu de bluff où on a 3 trappes à souris, on a avec des fromages qui vont nous rapporter des points, puis on a des cartes dans nos mains des différents, il y a 5 souris, puis il y en a une de chaque, 5 souris de couleur. Puis chacune des cartes, on l'a en double exemplaire parce qu'il y en a une qui est quick, qui crie, qui fait en sorte que ça a un effet quand elle se fait attraper. Donc, vraiment très, très sympathique. C'est difficile à expliquer comme ça sans rien, là, mais c'est un jeu de bluff où on va placer des cartes, les souris en fait, dans une des différentes lignes.
et c'est tout le temps la deuxième souris, plus ou moins, en tout cas, presque tout le temps, c'est tout le temps la deuxième souris qui va ramasser le fromage, la première va se faire pincer. Mais il y a d'autres effets aussi que des fois, c'est pas tout à fait ça, mais ça vous donne un petit peu un aperçu. Là, je pense que c'était très brouillon, mais j'ai bien apprécié ce petit jeu de bluff. J'ai essayé aussi le Palace of Mad King Ludwig. Ça aussi, j'ai bien apprécié. Comparativement aux autres, Suburbia ou bien de Castle of Mad King Ludwig. C'est un peu différent. Tout le monde construit sur le même château, le même palais. Puis, les différentes salles, il y a moyen de s'entraider. Le but, c'est quand même de nuire à l'autre, mais des fois, on peut profiter de ce que les autres font pour être plus avantageux pour nous. Mais c'est quand même très compétitif. Puis le plateau qui se referme sur lui-même, le palais qui se referme sur lui-même, qui déclenche la fin de partie, fait que les parties n'ont jamais une longueur fixe. Donc, si on est plus en avance, on va tenter de faire plus fermer le palais rapidement. Sinon, on va tenter de faire en sorte d'allonger un petit peu la partie. J'ai bien apprécié comme concept de jeu de Palace of Mad King Ludwig. J'ai également joué à Brewcrafter. Ça, j'ai vraiment apprécié. Concept assez simple. On va brasser de la bière tout simplement, mais il y a plein d'étapes à franchir pour brasser notre bière. On peut, puis c'est un placement de travailleurs aussi où on va en 2 phases. Première phase, on va aller choisir certaines actions qui vont nous donner souvent là, des ressources pour faire notre bière. Puis, il y a une autre phase d'action où, avec d'autres travailleurs qui, eux, vont nous permettre d'aller brasser justement notre bière, d'aller la vendre, etc. D'aller améliorer aussi notre usine, avoir plus de tonneaux pour brasser, accélérer le processus, avoir un bar pour aller vendre directement au lieu de la vendre à l'extérieur. Donc, il y a plein de façons. Il y a différentes bières aussi qu'on peut brasser. Il y a des objectifs pour ça. Il y a des points bonus si on est premier à brasser telle bière. Vraiment beaucoup de complexité. Seul bémol, je trouvais, pour être moins expérimenté, c'est qu'à 3 joueurs qu'on a joué, on avait 2 cartes spéciales qui donnent des bonus sur 3. Fait que moi, j'ai pas réussi à en récupérer une parce que je savais pas que c'était si bon que ça. Puis, ça avait un effet quand même assez intéressant pour les autres joueurs. Pour ma part, je sais pas si ça me nuit à ce point-là. On a lu après ça sur Board Game Geek que ça disait qu'il y avait une stratégie à faire vu que ça prend un tour d'aller. Mais il faut être un peu plus expérimenté, je pense, pour comprendre cet aspect-là à la première partie. Mais j'ai quand même bien apprécié l'expérience pareil, là. C'était un très bon jeu Brewcrafter. Très content de l'avoir essayé. On reste dans la bière. Heaven and Hell. Wow, ça aussi, j'ai beaucoup de jeux coup de cœur dans ce dernier épisode, dans ce dernier mois-ci. Heaven and Hell, je l'ai joué. Il y a une variante solo aussi, non officielle, qui est vraiment superbe. Je l'ai joué en multijoueur avec plusieurs groupes. Ça a toujours été apprécié par tout le monde, l'aspect de concevoir son petit plateau avec les différents pointages de fertilité, de faire des bâtiments qui vont avoir certains impacts. Aussi, le système de pointage, on va faire monter notre maître brasseur qui va nous donner un taux de conversion. Puis au cours de la partie aussi, quand on va activer des tuiles qui nous donnent des ressources. Ces ressources-là vont être sur une piste de pointage également. Et à la fin, on va tenter de tout rapprocher ces marqueurs-là. Et le dernier en arrière va nous donner le nombre de points qu'on va multiplier par la position du maître brasseur. S'il fait 4 bières par point, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il y a un principe de pointage très intéressant. Il y a aussi des objectifs à aller chercher. Le principe de sélection d'actions est intéressant sur le petit plateau qui tourne en rond. On peut aller plus vite pour aller chercher des tuiles plus intéressantes. Mais après ça, on ne peut pas revenir en arrière. Les cases d'activation, c'est aussi très bien fait. C'est assez limité pour activer parce que activer, c'est ce qui fait en sorte qu'on va faire des points, qu'on va faire de l'argent,
qu'on va avancer nos ressources. Donc ça, c'est un autre concept très intéressant, puis on est assez limité. Donc il y a beaucoup de stratégies sur la sélection, là, sur le plateau. Donc Heaven and Hell, j'ai vraiment grandement apprécié. Non, je ne veux pas m'étirer, je vois que le temps avance et je vais essayer d'aller rapidement pour les derniers jeux. J'achève. J'ai rejoué à 7 encore une fois, à 3 joueurs. Là, j'ai beaucoup plus apprécié que mon autre partie que je disais que j'aimais mieux jouer en solo parce que là, j'avais au moins un autre joueur qui avait déjà joué. Lui qui avait jamais joué, ça a été un petit peu plus difficile. Je pense que c'est un jeu que, malheureusement, il faut jouer avec des joueurs qui ont joué un peu plus juste pour voir la stratégie des plateaux, etc. Mais malgré tout, je pense que c'est un jeu que quand on a de la compétition, c'est plus le fun. Ben, comme tout bon jeu, mais qui est un petit peu plus difficile à saisir, on dirait. Même si c'est simple, saisir les stratégies à une première partie, on dirait que c'est un petit peu plus compliqué ou je l'explique vraiment mal. Ça, c'est un autre. Peut-être que c'est moi aussi le problème dans tout ça. Mais on a réussi à faire une partie qui était vraiment très serrée, là, qui s'est gagnée par 1 point. Donc, Sight, j'ai encore apprécié. Puis là, on a joué avec Win Gambit aussi, avec une condition de fin de partie un peu différente, là. Donc ça, c'était très bien. Steamrollers, ça, je peux pas vous en parler. C'est tellement... C'est aussi un autre jeu que j'ai grandement apprécié, que je viens de recevoir. C'est un Kickstarter. C'est tellement simple, tu as ton petit plateau, tu fais des livraisons, mais il faut que tu fasses des chemins, des tracts de chemin de fer. Et dépendant des dés qui sont lancés, tu vas pouvoir choisir un dé et tracer une ligne de chemin de fer, faire une livraison, aller chercher une tuile spéciale qui va t'aider, améliorer ta distance de livraison que tu peux faire avec ton train. Puis c'est vraiment stratégique. Il y a aussi des montagnes qu'on va dessiner au début de la partie qui vont changer tout le système de la partie, tous les liens qu'on peut faire. Donc c'est vraiment un excellent jeu Steamroller. Aussi le fun aussi en solo, très difficile en solo, j'ai trouvé. Ça va très vite, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc Steamrollers, là, je suis un autre jeu coup de cœur de ce mois-ci, j'en ai trop. Je pense il y a des mois comme ça. Hein. Flamme rouge, ça aussi j'ai beaucoup apprécié. Petit jeu de course très sympathique avec les cartes. On prend 4 cartes, on décide lequel qu'on choisit. Puis la carte qu'on va jouer ne reviendra plus dans la partie. Donc on a des cartes variantes dépendant de 2 à 7, je pense. On a 2 cyclistes, là, le rouleur, puis on a le sprinter qui a des cartes un peu plus élevées. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai réussi à avancer quand même bien, mais j'ai pas souvent profité de l'aspiration. J'ai peut-être été un petit peu trop meneur dans la partie, puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'avais plus assez de cartes élevées, donc j'ai terminé un peu la langue à terre et j'ai pas réussi à gagner. Mais j'ai bien apprécié Flamme Rouge. Également Yo Harry, un petit jeu de set collection. On va acheter des pierres précieuses au marché, on va essayer de les revendre à un collectionneur quand c'est tout le même type. Ou si on a plusieurs types différents, on peut les vendre aussi également au marché. Ça nous donne des points, tout simplement. Ça se joue en 10 rounds. Ça va assez rapidement. J'ai bien apprécié Yohari. Timeline Diversity, donc Timeline Multithème que j'ai joué également. Timeline, c'est toujours bon. Hein. On apprend en même temps en jouant. Un petit filler bien sympathique. Et finalement, j'ai joué à Terraforming Mars, mais pour cette fois-là, je n'ai pas joué en solo, j'ai joué en multijoueur. C'est la première fois que je jouais une vraie partie normale, là, avec toutes les bonnes règles en multijoueur. Ça a été vraiment très bien. Puis en plus, j'ai joué avec des amis qui aiment beaucoup les jeux, mais qui en jouent pas si souvent que ça non plus. Puis c'est des joueurs qui aiment beaucoup aussi jouer au Magic. Fait que je me suis dit que ça serait un bon jeu pour eux avec la mécanique de draft qu'ils connaissaient déjà. Le principe de combiner des cartes ensemble qui va être plus intéressant pour eux. Puis ça a été vraiment une très belle partie. Puis c'est pas moi qui a gagné non plus. Je pense que je l'ai bien expliqué aussi. Ça, c'est bien. Ça a duré à peu près 3 heures comme partie. Mais ils ont bien apprécié aussi. Moi aussi, j'ai bien apprécié. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je trouve, dans ma partie. C'est très différent dans solo. En solo, on veut vraiment se focusser sur faire les conditions de planète habitable, tandis qu'en multijoueur, ben, c'est plus un
déclenchement de fin de partie. Donc, c'est pas nécessairement tout le temps l'objectif principal, même si ça nous donne des points. Des fois, on peut aller opter pour d'autres choses pour faire plus de points à la fin. Donc, j'ai trouvé les stratégies différentes. Et j'ai grandement apprécié Terraforming Mars là, en multijoueur à 4 joueurs. C'était très bien aussi. Ça, c'est un petit peu... c'est pas long, mais ça a vraiment passé vite. Puis on a eu beaucoup de plaisir à jouer à Terraforming Mars. Et ça fait le tour de tous les jeux que j'ai dans mes expériences de jeu. Non, je pense que l'épisode va être à une bonne longueur. Là. Je vois qu'il y a 1h10 sur mon chronomètre, mais ça va être un petit peu moins avec le montage. Donc, sans plus tarder, on va passer au projet québécois avant de conclure l'épisode. Alors, le projet québécois de l'épisode, ça nous vient de la compagnie Jack Bro. Vous vous souvenez de Jack Bro qui nous a offert Vikingar l'année passée sur Kickstarter, à peu près dans les mêmes dates. Cette fois-ci, ils s'en viennent avec un nouveau jeu, un jeu un peu plus dans le style d'un filler, un jeu un petit peu plus rapide, qui s'appelle 40 voleurs. C'est un jeu qui mélange la mémoire et la pousser sa chance. Donc, c'est un jeu où on va tenter de faire des lignes sur le plateau. Il y a un plateau de 4x4. Et on va tenter d'enligner des symboles pareils ou des couleurs pareilles de voleurs. Et pour aller chercher des diamants qui vont nous donner des points. Il y a d'autres façons aussi d'aller chercher des diamants. On peut en voler aux autres. On peut aussi attaquer les autres. Il y a plein de petits aspects. Là. Il y a quand même beaucoup de take-that dans ce jeu-là. Puis ça rend les parties assez dynamiques. J'ai bien apprécié la petite première partie que j'ai faite. Il est très beau visuellement, encore une fois. Étienne, le graphiste et concepteur aussi du jeu, Étienne Rioux, qui fait des dessins vraiment très bons graphistes. Et donc le Kickstarter, c'est là que je voulais m'en venir ici. Donc le Kickstarter va être mis en ligne le 27 mars, probablement, peut-être la même journée que je vais sortir cet épisode-là. Ou sinon, ça a peut-être eu lieu une journée avant. Je ne sais pas encore quand ça va sortir, mais c'est sûr que ça va être en ligne ou proche d'être en ligne, le Kickstarter, au moment que vous écoutez ça. On m'avait parlé d'un pledge d'environ autour d'une quarantaine de dollars canadiens, incluant la livraison, mais là, j'ai pas le chiffre exact encore, donc vous irez voir. Je vais mettre les liens vers la campagne Kickstarter de 40 voleurs. Alors, ça fait le tour pour ce 37e épisode du mois de mars 2018. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Je vous invite à aller écouter le podcast soit sur iTunes, Stitchers, Google Play, sur les autres plateformes aussi québécoises, sur les sites québécois de podcasts. Sur YouTube également, si vous voulez me voir en vidéo, si vous voulez me voir parler de jeu réellement, pas réellement, mais physiquement, puis aussi avoir quelques images de jeux de temps en temps, des boîtes de jeux juste pour vous, pas vous titiller, mais vous donner un peu, des fois juste une boîte de jeux, ça nous attire, puis on a plus le goût d'essayer le jeu que juste le nom du jeu. Donc, sur ça, je pense que ça conclut. J'ai pas d'autres éléments à mentionner. Encore une fois, merci d'écouter le podcast. Merci de commenter aussi, de donner vos appréciations. Peut-être aussi appréciations sur le nouveau micro également pour au niveau du son. Peut-être plus ceux qui écoutent juste le podcast à l'audio. C'est souvent là que ça va être un peu plus critique vu qu'on n'a pas d'autres, on n'a pas de support visuel. Des fois, le son va être encore plus important. Et donc, je vais conclure là-dessus. Donc, encore une fois, merci et on se revoit là, pour un prochain épisode du podcast le mois prochain. Alors, bye bye!